Qu'on aime ou qu'on déteste, mais qu'on regarde quand même en cachette, depuis plus de 20 ans, la télé-réalité fait partie du paysage audiovisuel et ça rapporte. Pourquoi je suis bambu? Allô? Non mais allô quoi. Tout à l'heure, j'ai mis les choses en place. Si comme moi tu as déjà regardé certains programmes, tu as pu t'apercevoir que la télé-réalité fait toujours autant scandale. Frenchy Shore nous l'a rappelé. Le concept, 10 jeunes dans une villa, sans limite, rien de bien nouveau. Les programmes se succèdent et se ressemblent. Et comme depuis 20 ans, à la fin, Koh-Lanta compte 31 saisons et L'amour est dans le pré, 19. Je vais devenir accro. Selon une étude du CSA, en 2019, ce genre d'émission représentait 11 702 heures d'antenne contre 7 581 heures d'infos. La télé mise sur la nostalgie. L'île de la Tentation fait son comeback. Ici la voix. Et après 7 ans d'absence, Secret Story est en plein casting pour sa prochaine saison. Les plateformes de streaming achètent également des programmes de télé-réalité et certains surfent aussi sur cette nostalgie. Prime Video est en train de réaliser Trash. C'est tout simplement l'adaptation en série de la saison 1 de Love Story. Et devinez qui l'a produit? Alexia Laroche-Joubert, la productrice de Love Story de l'époque, qui était aussi la directrice de Star Academy au début des années 2000. Derrière ce miroir, il y a une caméra qui est en train de me filmer. Du réchauffé, mais qui génère des centaines de millions et emploie des milliers de personnes. Tout cet écosystème est hallucinant et je vais t'expliquer pourquoi il a été si révolutionnaire pour la télévision. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir à la création de ce genre. Dans le monde francophone, l'émission qui bouscule tout, c'est Love Story. Elle a amené son petit nounours avec elle. La version française est inspirée de l'émission Big Brother, née aux Pays-Bas. Ce concept de télé-réalité, on le doit à Job van Ande et John de Mol, fondateurs de la société néerlandaise Endemol. Aujourd'hui, Endemol en France, c'est LOL qui ressort, Drag Race France, Star Academy, Secret Story, Miss France, Les 12 coups de midi, Les enfants de la télé, un mastodonte de la production audiovisuelle. Mais alors, c'est quoi la recette gagnante d'Endemol? D'abord, il faut un environnement fermé, créé de toutes pièces. Le décor ne doit pas offrir d'échappatoire aux participantes et participants, et forcément, ça va créer des clashs. Pour renforcer les tensions, on met en place un système d'élimination. Et pour forcer les jeunes à s'activer, les productions créent des challenges. Pour finir, le marqueur le plus important, un confessionnal. Grâce à ça, on a accès aux moindres pensées des gens. Il révèle les alliances et les rivalités. Pas de shampoing. Allô? On ajoute à ça des éléments dramatiques piqués des sitcoms comme Seinfeld ou Friends. You don't want to see this, do you? On met l'emphase sur l'aspect dramatique et les conflits. On fait un montage super serré et on n'oublie surtout pas de mettre des caméras et des micros partout. Je regarde tous les chasse et pêche. Les participantes et participants ne sont pas des professionnels et les événements ne sont pas scénarisés. J'arrive pas à trouver quelqu'un qui pense comme moi, enfin, qui me ressemble. L'innovation principale de ce genre, son originalité, c'est l'interactivité. Dans les années 2000, les diffuseurs cherchent des programmes rentables. Acheter de la télé-réalité, ça ne coûte pas cher. Pas de scénario, pas d'acteurs à payer. C'est l'âge d'or de ce genre. Et en plus, les gens sont prêts à payer. Pour regarder Loana en direct sur Internet H24, c'est payant. Et pour voter pour elle et qu'elle continue l'aventure, il faut envoyer des SMS. Et là encore, c'est payant. Durant ces 7 ans de jour, c'est devenu ma vie, hein. Franchement. Je vous dis franchement, hein. C'est devenu... Je pouvais pas vivre sans Love Story. Hein. D'ailleurs, une fois que ça a été fini, ça a été dur pour moi. Je m'ennuyais. Après un passage à vide de quelques années, les réseaux sociaux redonnent un second souffle au concept. En 2011, une petite boîte de prod va concevoir une série réalité. L'idée, réunir des candidats forts d'anciens programmes de télé. C'est la naissance des Anges sur Énergie 12. Tout au long de l'émission, ce programme transforme la télé-réalité en grand feuilleton transmédia. Caroline Receveur est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes magnifique. Merci. Sur les réseaux sociaux, dans la presse en ligne, les blogueurs et émissions de télé spécialisées vont parler de ces participants vedettes qui créent le buzz. J'en peux plus. Mais ça va pas, non? Ça suffit avec cette chanson, j'en ai marre. Ah mais dis donc, c'est quand même là. Alors que dans la télé-réalité des débuts, on cherchait l'authenticité, le vrai, aujourd'hui, on en est loin. On préfère d'ailleurs dire non plus que tout est vrai,
mais que tout n'est pas faux. Elle sourit pas, mais je trouve ça magnifique. Parce que, bon, il y a pas mal de photos où elle sourit peu, mais celle-là, elle me fait craquer parce que on voit qu'elle a... Bon, c'est sûr, elle a été maquillée, mais qu'elle a... C'est une photo vraie. C'est une photo vraie. Et puis, ouais, j'aime beaucoup cette photo. Les jeunes sont castés pour leur potentiel à jouer la comédie. La professionnalisation des candidates et candidats est lancée. Pour Jérémy Michalak, créateur des Anges, dans le fond, peu importe que ce soit vrai ou faux, la télé-réalité se consomme comme une fiction, et comme dans n'importe quelle série, quand un personnage n'apporte plus rien à l'histoire, il disparaît. Il disparaît peut-être de l'émission, mais entre-temps, le candidat ou la candidate s'est constitué une communauté sur les réseaux sociaux. Une communauté qui intéresse fortement les entreprises du secteur. Résultat, tout un écosystème va graviter autour d'eux. Mais comment ça fonctionne ? Imaginons qu'un ou une candidate participe à une télé-réalité. Celle-ci est produite par une boîte de prod qui vend son émission à une chaîne. Cher, entre 40 000 et 70 000 euros l'épisode. Et quand on sait qu'une saison compte en moyenne 60 volets, ça rapporte beaucoup. Pendant et après. Parce qu'une fois que le ou la candidate quitte l'aventure, elle se rend où elle est approchée par une agence d'influence, comme Shona Event de Magali Berda, qui fait généralement partie du même groupe que la boîte de prod. Et cette agence d'influence va lui permettre de réaliser des partenariats pour des culottes menstruelles ou des lentilles de contact. Tu dégoûtes un petit peu. C'est de la bombe, ça se voit pas sous les vêtements. J'ai pas moins 10, j'ai pas moins 20, j'ai pas moins 30, j'ai pas moins 40, j'ai moins 50%. Je sais pas à quoi ça sert. Ah, peut-être pour mettre un verre. Donc celle-ci... De nombreuses sociétés créées dans les années 90 ont été rachetées par des groupes plus récents. Le grand gagnant de ces acquisitions, c'est Banijay Group. C'est devenu le leader mondial de la production télé. Créé en 2007, le groupe français a petit à petit acheté plein de boîtes de prod françaises et étrangères. Zodiac Media, ALP, Air Production ou encore la boîte de prod de Cyril Hanouna, H2O Prod. Mais son gros coup, c'est l'achat d'Endemol Shine. Tu te rappelles Endemol, les deux créateurs de la télé-réalité et la boîte de prod qui réalise Starac ou Miss France. Et bien cette boîte, elle fait maintenant partie du plus grand groupe mondial dans le domaine. D'ailleurs aujourd'hui, qui est à la tête de Banijay France ? C'est Alexia Laroche-Joubert, ancienne boss chez Endemol. En 2019, le chiffre d'affaires de Banijay était estimé à 3 milliards d'euros. Et c'est pas fini, Banijay s'est aussi lancé dans le marketing d'influence en créant ou achetant des boîtes dédiées comme celle de Magali Berda, Shona Event. Autre exemple, Satisfaction Group, dont le PDG est l'animateur Arthur. Il détient plusieurs boîtes de prod, Starling, A-Prod, La Grosse Équipe, mais aussi une agence d'influence, WeEvent. C'est comme ça que les candidats et candidates se font de l'argent, qu'ils deviennent influenceurs et finissent à Dubaï pour des raisons fiscales. Ils et elles deviennent de véritables marques, des panneaux publicitaires ambulants qui font du téléachat en story. Parce que soyons bien clairs, le salaire des émissions est dérisoire par rapport à ce que leur rapporte toute l'économie générée par les placements de produits. Pour tous les amoureux des voitures, je vous dis à la fin de la vidéo ce que vous pouvez gagner avec ce jeu concours. Certains déclaraient toucher entre 300 et 400 000 euros par mois pour une trentaine de collaborations. Mais depuis quelques années, ce système est en crise. Les influenceurs et influenceuses ont voulu être trop gourmands. Alors c'est vrai que j'ai accepté de mon plein gré de payer une amende de 20 000 euros. Les vidéos tests et celles dénonçant ces abus se multiplient. Ou de l'eau avec du savon, moi c'est ce que je fais. Et on va venir laisser poser, voilà. Et c'est trop bien, ça fait de trop jolies boucles. Les clients sont déçus, les produits n'arrivent pas ou sont de mauvaise qualité. Résultat, les candidats et candidates deviennent moins rentables pour les marques. Pour couronner le tout, Booba s'est fait la caisse de résonance de ces arnaques. Pour 194 contre 0, l'Assemblée... Et le Parlement français a fini par adopter en 2023 un texte censé réguler et lutter contre les abus. C'est le retour à la case départ des candidats de télé-réalité. Ils quittent Dubaï, se remettent à faire des bookings dans les boîtes de nuit ou ouvrir des comptes sur OnlyFans ou Mime. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, liker et commenter. T'as écrit, n'hésite pas à nous donner ton avis en commentaire et à t'abonner. Mais oui, je l'ai dit. Déjà, si elle n'avait pas été roulée comme elle est, je pense pas qu'elle aurait fait Love Story, je l'aurais pas connue. Et puis, en plus de ça, si elle avait fait Love Story, si elle était roulée autrement, oui, je pense que ça aurait été quand même elle. C'est plutôt sa personnalité en elle-même qui m'a fait craquer. C'est pas
C'est pas d'abord son physique, non, c'est sa personnalité et son intelligence et tout ça, quoi. C'est vraiment le type pour être mon ami. Je suis sûr que si ça avait été une fille du village, par exemple, on serait toujours ensemble. La chose dont je rêve à ce moment précis, c'est vraiment garder contact avec elle, s'écrire des SMS ou bien se téléphoner de temps en temps, s'écrire des lettres, et puis ce serait vraiment le rêve, ça.